Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Faut-il parler de Lean en ingénierie ou en développement? Le vocabulaire est un peu différent suivant les pays et les cultures. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est le produit. Il faut prendre ici le mot produit dans son sens le plus large, à savoir ce qui est livré à un client. Un produit peut être un équipement, un service, un système, tout élément qui va aider un client utilisateur à régler ses problèmes. Une vraie réussite dans le domaine du Lean en développement s'accompagne toujours d'une vraie passion pour le produit. Nous travaillons dans un groupe industriel où la passion du produit est toujours présente et avec une telle variété d'activités, de domaines et de clients, qu'il est idéalement constitué pour apprendre de ces contextes si différents. Ce livre s'est construit à partir de ces expériences ainsi que celles des autres entreprises avec lesquelles nous travaillons, mais également sur les réflexions, les lectures, les recherches et les échanges qui nous aident à apprendre et à grandir. Qui dit produit dit avant tout valeur. Proposer aux clients des produits qui vont leur faire plaisir et les faire revenir, c'est avant tout comprendre la valeur que ces produits représentent pour eux. Assurer la rentabilité de l'entreprise, c'est créer de la valeur pour l'entreprise à partir de la valeur créée pour les clients. Et s'engager dans une démarche pérenne, c'est également proposer des produits qui ont une valeur pour la société en général. L'ingénierie commence donc très en amont par l'identification des flux de valeur. Et qui dit valeur pour les clients dit bien sûr innovation. Introduire régulièrement des innovations maîtrisées, créer durablement de la valeur pour l'entreprise et pour ses salariés, et être en mesure d'intégrer rapidement les améliorations proposées par un monde qui bouge en permanence sans pour autant se contenter des effets de mode, tels sont les enjeux des entreprises. La révolution numérique, le digital est un défi comme le furent l'électronique, l'informatique et toutes les évolutions majeures survenues depuis les prémices du Lean. La capacité d'apprentissage portée par le Lean permet d'y faire face, mieux, de faire du digital un allié pour aller chercher encore plus de valeur. Nous avons choisi le format d'un guide de voyage. Cela peut paraître surprenant, mais pour nous, la progression dans le Lean en ingénierie est réellement un voyage que nous avons commencé il y a de nombreuses années, chacun de son côté avec des points de départ et des chemins différents. Pour l'un, la porte d'entrée a été l'amélioration de processus par chantiers successifs et plans d'action associés. Pour l'autre, c'est l'utilisation de l'agile pour des développements logiciels qui a été le déclic. L'un comme l'autre, nous avons assez vite, au bout de quelques années tout de même, constaté que ce chemin nous menait à des impasses ou en tout cas ne nous permettait pas d'évoluer à la vitesse imposée par le marché, les concurrents et l'environnement économique. En effet, l'optimisation des processus, en utilisant des outils comme la Value Stream Mapping, VSM, pour rechercher les gaspillages et les éradiquer, se heurte à plusieurs obstacles. Négliger de s'intéresser au contenu du développement, le produit. Pour s'intéresser seulement au processus, c'est prendre le risque d'optimiser un processus qui ne sert pas à grand-chose. À quoi sert de faire bien un produit qui n'est pas le bon? C'est passer également à côté des principales causes de rework, qui sont les mauvais choix techniques et d'architecture essentiellement dus à la connaissance imparfaite de la situation. Traquer les gaspillages, temps perdu, rework, problèmes de communication essentiellement, sans s'intéresser aux causes de variabilité, c'est mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Chaque projet ayant un contenu et un contexte différents, les solutions proposées pour l'un n'ont pas du tout l'effet escompté sur les autres. Favoriser le mode projet, analyse post-mortem de développement et généralisation des solutions trouvées, c'est laisser penser aux équipes que l'amélioration est une activité séparée des activités d'ingénierie, à faire en plus, à côté. Finalement, l'amélioration reste statique, un coup et ne devient jamais continue. De plus, imposer des solutions de type meilleure pratique à tous, c'est ne pas prendre en considération des éléments de contexte et perdre l'appropriation par les équipes. Par ailleurs, le déploiement des méthodes agiles, Scrum, XP, dans des systèmes à logiciels plus ou moins prépondérants présente aussi des écueils. Limiter l'amélioration au seul logiciel, c'est introduire des optimisations locales sans tenir compte des autres activités amont et aval. Cela va à l'encontre d'une amélioration globale et limite injustement l'apport positif des méthodes agiles.
Synchroniser par défaut le rythme de l'ensemble des développements du système sur les itérations du développement logiciel, c'est oublier que ce sont les clients qui tirent le flux et imposent le rythme des livraisons. Déployer une même méthode, comme le Scrum, respectant scrupuleusement les mêmes 4 valeurs et 12 principes du manifeste pour le développement agile de logiciels, quelle que soit la situation, c'est prendre le risque d'agir en contradiction avec l'objectif visé, devenir agile. Un déploiement Big Bang et uniforme de l'agilité sonne comme un oxymore. Fort de ces expériences, menées chacun de son côté pendant 4 à 5 ans, nous avions les éléments pour nous permettre de rechercher d'autres routes. En effet, après avoir mis en place une démarche Lean pour ces activités de production et constatant les bénéfices réels, non seulement sur les performances industrielles de l'entreprise, mais également sur la mobilisation des personnes et la pérennité des résultats, notre groupe a décidé d'étendre cette démarche en amont de la production, c'est-à-dire aux activités d'ingénierie de nos produits. Les raisons sont multiples. La plus évidente, c'est que nombre de difficultés constatées en production ont leurs racines dans le développement des produits, manque de maturité de la définition, mauvaise prise en compte des capacités de notre industrie, surinvestissement en équipement industriel faute de prise en compte en amont. Il est donc logique de tenter de réduire ces difficultés en travaillant au plus tôt dans le cycle de vie des produits. Mais d'autres éléments sont venus compléter ce premier constat et donner un véritable élan à une démarche Lean en ingénierie. Un de ces éléments est venu du terrain par l'intermédiaire de plusieurs équipes pratiquant l'agile avec une certaine maturité, et constatant en effet que la méthode, pourtant bien accueillie par les équipes, se heurtait à certaines limites. D'abord, une grande difficulté à faire progresser de concert un développement logiciel agile, avec un développement de produits ou de systèmes intégrant ce logiciel qui ne l'était pas vraiment. Ensuite, un besoin d'introduire plus systématiquement des méthodes de résolution de problèmes et de capitalisation des connaissances. Enfin, dans certains cas, un constat par les managers d'une absence de résultats réellement bénéfiques, à l'exception notable d'une meilleure implication et motivation des équipes. Un autre fait déclencheur a été la décision du groupe de lancer une approche systématique d'amélioration de la performance en ingénierie, qui est notre cœur de métier et notre fierté et qui doit impérativement, de ce fait, rester le fer de lance de notre activité. Les résultats de la démarche Lean dans d'autres domaines laissaient penser que l'approche pourrait être bénéfique aussi en ingénierie. Également, et peut-être faudrait-il le mettre en premier, la découverte du livre d'Alan Seward, Lean Product and Process Development 1. C'est un livre que nous recommandons à tous, qui mérite d'être lu et relu et dont chaque chapitre laisse à penser que l'auteur connaît personnellement le cas de votre entreprise. Ce livre a été le déclic d'une nouvelle façon de considérer l'approche non seulement du Lean, mais aussi de l'ingénierie. Il est devenu un livre de référence de notre vice-président de l'ingénierie, et il nous a guidés dans la construction de notre approche d'amélioration de l'ingénierie. Enfin, une vision du Lean en développement, qui n'est pas une simple adaptation des principes du Lean en production. Enfin, la compréhension de l'importance du client en Lean traduite dans une approche d'ingénierie, et non plus sous-traitée au seul département marketing ou au commerce. C'est à cette époque que nos chemins Lean se sont croisés. Luc, fort de ses expertises en ingénierie et de ses expériences de développement en équipe autonome, a rejoint l'équipe que je pilote. L'idée du guide de voyage dans le domaine nous est venue bien plus tard, pour montrer comment le Lean, en ingénierie comme dans tous les domaines, est encore et toujours un voyage plus qu'une destination. Nous souhaitions également trouver une forme qui nous permette de donner un éclairage d'ensemble du sujet, intégrant à la fois la vision, les principes et les principales pratiques du quotidien, tout en replaçant le sujet dans son contexte général et historique. Un guide de voyage est d'abord un ouvrage pour donner envie de bouger, pour aider à faire les premiers pas et à parcourir les sites les plus intéressants du pays ou de la région que l'on souhaite découvrir tout en se débrouillant avec les bases du langage et de la culture locale. C'est aussi une clé permettant à chacun d'organiser son propre itinéraire et découvrir par soi-même les surprises et les coins cachés que le guide ne montre pas. Nous sommes nous-mêmes toujours en route et les surprises sont nombreuses et toujours renouvelées. C'est enfin un ouvrage qui nous accompagne dans notre voyage,
dans lequel nous nous plongeons dès qu'une nouveauté se présente à nos yeux, pour mieux la découvrir et s'enrichir de cette nouvelle expérience. Nous aimerions que ce guide vous donne envie de découvrir ce pays du lean si riche et si passionnant, et qu'il vous évite d'être rebuté par les premiers obstacles que nous avons rencontrés. Le lean en ingénierie devient à la mode, beaucoup le découvrent, bien que l'idée ne soit pas si nouvelle même si elle est mal connue. C'est une approche riche, passionnante, centrée sur l'humain et bien loin de l'adaptation simpliste des outils du lean manufacturing que l'on voit parfois. Nous souhaitons que ce guide vous éveille l'envie d'y venir et soit une première étape de votre apprentissage. Pour les praticiens déjà confirmés, nous espérons que ce livre vous donne l'opportunité et l'envie de poursuivre votre voyage et, qui sait, de découvrir de nouveaux lieux. Bon voyage. Clé de lecture. Ce livre se présente comme un guide de voyage. Nous souhaitons qu'il se prête à une lecture par picorage, tout autant qu'à une lecture plus linéaire, suivant vos goûts et vos besoins. Pour cela, nous avons pris soin d'intégrer de nombreuses références croisées entre chapitres, pour vous permettre de cheminer entre les thèmes en fonction de votre porte d'entrée. Vous trouverez également de très nombreuses notes de bas de page X en référence aux publications, sites, articles que nous avons utilisés. La bibliographie reprend seulement les ouvrages entièrement consacrés au lean, et plus particulièrement au lean en développement. Vous retrouverez les liens, numéros dans le texte. Enfin, un index des mots-clés rappelle les pages où les principaux concepts sont détaillés. La première partie au pays de l'ingénierie et du développement reprend toutes les rubriques classiques introduisant un guide de voyage, y compris quelques mots de vocabulaire de base et une partie historique qui vous permettra de remonter aux pionniers du lean en ingénierie, bien avant que le label lean n'ait fait son apparition. La seconde partie carte, territoire et itinéraire détaille un certain nombre de pratiques, en revenant sur les intentions sous-jacentes et en proposant des conseils pour la mise en œuvre. Nous l'avons illustré par des cas réels rencontrés dans notre expérience quotidienne. Ces pratiques sont reliées entre elles par des routes qui permettent d'aller du client au produit, en passant par le développement des personnes. La troisième partie, beaucoup plus courte, propose une aide pour choisir par où commencer. Enfin, tout le livre est complété par des encadrés qui vous proposent d'aller un peu plus loin sur certains sujets, ou qui les éclairent par des anecdotes. PREMIER partie. Au pays de l'INGENIERIE et du DEVELOPPEMENT. Au pays de l'ingénierie et du développement, le lean représente avant tout une autre façon de procéder, radicalement différente sur bien des aspects de ce que l'on connaît d'ordinaire. Il ne s'agit pas de rapporter une nouvelle méthode qui s'ajoute à tout ce qui doit être fait pour concevoir et développer de bons produits. Il s'agit de concevoir et de développer selon des pratiques qui vont induire une amélioration continue. Il s'agit avant tout de se mettre d'accord sur principaux trade-offs et sur les problèmes à résoudre et de les prendre un par un. Le lean n'est pas à côté, ou en plus, des activités quotidiennes des équipes et de leurs managers, c'est une autre façon de pratiquer ces activités. C'est une façon parfois totalement contre-intuitive, bien que pleine de bon sens, mais on sait combien le bon sens, soutenu par des raisonnements clairs, a parfois du mal à se traduire en actes, surtout de façon régulière tous les jours pour tout le monde. Je comprends, mais je n'ai pas le temps. C'est à eux de s'améliorer d'abord, pas à moi. Ce n'est pas avec des choses aussi simples qu'on va révolutionner nos résultats. Dès que nous aurons moins de problèmes, nous pourrons nous y mettre. Voilà un florilège des petites phrases qui relèguent le bon sens au rang de luxe difficile à s'offrir. Il est également courant d'entendre des questions comme « Mais par où faut-il commencer ? Comment convaincre mes managers ? Ou quel est le roi ? » Nous aurons l'occasion de revenir sur ces remarques, mais il est important de comprendre avant le départ en quoi le lean est si différent. Et aussi, comment le voyage que nous vous recommandons peut se préparer pour mettre toutes les chances de votre côté pour apprécier ce nouveau pays. Un bon voyage se prépare et celui-ci ne fait pas exception. Comme tout bon guide de voyage, celui-ci va vous proposer également une carte du pays et plusieurs routes qui sont autant de façons de le parcourir. Pourquoi partir ? Pourquoi donc vouloir débuter ce nouveau voyage ? Simplement, parce que c'est la dernière destination à la mode ? Il est vrai qu'on en parle beaucoup. De plus en plus de consultants se proposent d'être des guides,
avec plus ou moins de bonheur, dans cette nouvelle approche. Il y a ceux qui n'ont pas changé leur plaquette publicitaire et simplement remplacé les anciennes terminologies par le mot lean sans rien modifier au contenu. Après tout cela n'est rien que du bon sens, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons toujours fait sans le nommer lean. Il y a ceux qui ont compris qu'il faut repartir des principes du lean et qui s'échinent à transcrire pour les activités d'ingénierie des pratiques et des outils du lean manufacturing. Nous allons voir plus loin quelles sont les différences. Ils proposent des analogies, parfois tirées par les cheveux, entre les fameux 7 MUDA, transport, stock et mouvements inutiles, attente, surproduction, surprocessus, défauts, et les défauts constatés en développement, oubliant souvent au passage que les MUDA ne sont souvent que la conséquence des 2 autres grandes familles de dysfonctionnement, MURA et MURI, fluctuations et irrégularités dans le déroulement des activités qui conduisent à des surcharges des personnes ou des équipements. Alors, réfléchissant à l'envers, ils ouvrent la chasse au gaspillage pour améliorer les processus. D'autres vous proposent d'améliorer votre gestion de projet et de réduire vos délais par des gains de productivité sur vos développements. Certains, enfin, vous proposent des méthodes pour impliquer davantage les personnes, s'engageant à rendre les équipes plus heureuses, plus autonomes et plus libérées. Mais rares sont ceux qui parlent de vos produits et de vos clients. Et encore plus rares ceux qui s'appuient sur une approche globale prenant en compte l'ensemble de ces aspects. Le lean est à la mode assurément, mais cela n'est pas suffisant pour se lancer dans le voyage au risque de s'en détourner au bout de quelques mois ou quelques années pour aller vers une autre approche plus moderne, moins ringarde, et qui sera à son tour chassée par une autre. Partir pour la compétitivité. La compétitivité repose sur 3 éléments: le chiffre d'affaires, la rentabilité et la pérennité. Le lean agit sur les 3. Si nous vous proposons de tenter le voyage, c'est avant tout parce que les entreprises ont toutes besoin de croissance, de compétitivité et de rentabilité durable. Les grands groupes comme les PME, les acteurs de l'industrie traditionnelle comme les start-up, dans le domaine de la haute technologie comme dans celui du service, celles qui opèrent en B2B comme celles qui s'adressent directement à leurs utilisateurs, B2C, toutes ont besoin de clients très satisfaits par d'excellents produits pour assurer leur croissance, toutes ont besoin d'efficience et d'agilité pour pérenniser leur rentabilité, toutes ont besoin d'innover pour garder leurs clients et en gagner de nouveaux. Ces excellents produits, qui résoudront vraiment les problèmes des clients sans en créer d'autres, qui garantiront également un coût global de possession maîtrisé et accessible, sont portés, développés, réalisés par les équipes d'ingénierie et de production. C'est donc à ces équipes, les ingénieurs et les techniciens qui sauront traduire en paramètres techniques et en processus adaptés les performances du produit attendu des clients, que ce voyage s'adresse en priorité. Naturellement, il est également destiné aux managers, dirigeants et à tous ceux, consultants et supports, qui agissent pour soutenir et développer ces équipes. Augmentez votre chiffre d'affaires. Le pari est simple. Si vos produits sont bons, c'est-à-dire s'ils présentent de la valeur pour les clients et les utilisateurs, alors ceux-ci viendront, reviendront et attireront de nouveaux clients. Le lean est avant tout une démarche de croissance. Améliorez votre rentabilité. Faire le bon produit est un must, sans client, pas d'entreprise, mais pour assurer une bonne rentabilité, il faut aussi le faire bien. Le lean choisit de réduire tous les gaspillages générés par nos idées fausses, pour améliorer la rentabilité de nos activités. Et le faire durablement. Croissance et rentabilité ne sont rien si elles ne sont pas durables. Au-delà des coûts, campagne de réduction de coûts par exemple, le lean cherche à créer l'esprit Kaizen chez chacun, installant une boucle d'amélioration continue par le développement des personnes, seule garantie de la durabilité de vos actions. La pérennité de vos résultats se construit au travers du développement des personnes, de leur aptitude à faire face aux problèmes et à l'inattendu et à innover. Partir pour l'innovation. Innover, c'est proposer à vos clients de nouvelles façons de résoudre leurs problèmes. Maîtriser l'innovation, c'est proposer régulièrement de nouvelles fonctions plutôt que de vouloir tout intégrer dans un seul produit très difficile à maîtriser. L'innovation au-delà de la créativité. L'innovation, c'est la créativité qui rencontre un client. Il ne faut jamais oublier que l'innovation repose sur ses 2 pieds.
La quantité incommensurable de produits fantastiques qui n'ont jamais trouvé leur marché est là pour nous le rappeler. La créativité seule ne sert à rien. La rencontre des deux se fait par la compréhension de la valeur, et par des tests successifs permettant d'organiser cette rencontre, et de changer autant que de besoin. L'approche Lean, à travers l'exploration du territoire des clients, permet d'améliorer la compréhension du besoin explicite ou implicite. Le 7BZ Concurrent Engineering est un formidable catalyseur d'innovation. Quant à l'approche Lean Startup, elle permet de tester rapidement auprès des clients ces nouvelles idées. Un flux d'innovation plutôt qu'un produit parfait. Vouloir proposer le produit, qui résoudra tous les problèmes de tous les clients et intégrera pour cela de nombreuses innovations, c'est prendre plusieurs risques. Le risque tout d'abord d'être incapable de maîtriser votre développement, trop de nouveautés impliquant trop de difficultés, pendant le développement du produit, mais également pendant tout son cycle de vie, et en particulier pour le produire et le maintenir. Ceci aura une conséquence directe sur le coût de votre produit, et donc sur son attractivité. L'autre risque naturellement, c'est que votre produit ne rencontre pas ses clients. Ce qui est, comme on va le voir plus loin, le pire des gaspillages pour votre entreprise. L'approche Lean propose de penser flux de produits plutôt que produits uniques, et d'introduire les innovations de façon régulière et maîtrisée dans vos familles de produits. Se préparer au voyage. Vous avez décidé de partir ? Bravo! C'est un voyage passionnant, plein de découvertes, de surprises et de fun. Comme pour tout voyage, il faut se préparer un peu. D'autant plus que vous ne partez pas seul. Il est important que tout le monde ait une vision à peu près claire de l'endroit où vous voulez vous rendre, et des moyens à mettre en place. Un voyage à plusieurs. Avant d'entraîner vos équipes dans ce changement profond de leur façon de travailler, il vous faut savoir pourquoi vous voulez changer, qui sont vos alliés et comment et à qui en parler. Quelle vision ? La première chose est bien entendu, de savoir pourquoi vous voulez y aller. Le Lean n'est ni une religion ni un processus. C'est une façon différente de travailler, mais pas une fin en soi. Quelle est la vision de votre entreprise, de votre équipe, de votre département, quant à votre ingénierie ? Attention, il s'agit bien de savoir quels sont les enjeux de votre ingénierie, pas ceux de votre méthode. Il ne s'agit pas de mobiliser les équipes pour qu'elles deviennent les meilleures du monde en Lean. Il s'agit de donner du sens à chacun au regard des attentes de vos clients, de la valeur de vos produits, de votre capital humain. Où voulez-vous aller ? En fonction de votre marge de manœuvre et de votre champ d'action, il vous faut ensuite trouver des alliés. Si vous êtes dirigeant, qui sont les acteurs clés de votre équipe de direction ? Si vous êtes manager d'équipe ou de département, quel est le top manager qui doit vous soutenir avec conviction ? Quels relais sur le terrain vous aideront à identifier les apprentissages nécessaires ? Si vous êtes au sein d'une fonction support, responsable d'amélioration, comment êtes-vous mandaté ? De quels moyens disposez-vous ? Quel est le périmètre de votre démarche ? Si poser ces questions collectivement ouvre déjà la porte à des échanges passionnants et riches, donner une direction aux équipes est indispensable pour leur motivation et leur efficacité. Comment en parler ? Vous devez réfléchir également à la communication que vous voulez faire aux équipes concernées, sur quoi et à quel moment. Mais une fois encore, ce n'est pas l'idée de passer aux lignes qui va mobiliser les équipes, mais le partage de la vision de votre entité sur l'ingénierie, le pourquoi. Avant tout, quel équilibre subtil y aura-t-il entre une communication générale sur les enjeux, les choix, la méthode, et une communication vivante au fil de l'eau et des expériences ? Il faut surtout garder en tête que la communication est un exercice à deux sens, et non pas un arrosage sans retour. Un outil de partage, wiki ou équival, permettra également à vos actions de communication d'être non seulement relayées, mais également construites par et à partir de vos équipes, sur le terrain. À condition bien sûr de l'animer, au moins au début. L'existence d'un vrai réseau, d'une communauté active avec des échanges et des questionnements partagés sera un des signes de réussite de votre démarche. Naturellement, il ne faut pas oublier le nerf de la guerre. Les coûts et les gains. On n'a rien sans rien. Quel effort faut-il faire pour commencer ?
Quels sont les bénéfices attendus? Bien sûr, comme pour tout voyage, il faut prévoir votre budget. Rassurez-vous, ce n'est pas un voyage qui vous demandera d'économiser pendant très longtemps. Le plus gros investissement, c'est l'envie d'apprendre et de changer. Il faut avoir le désir de partir pour longtemps. Combien devez-vous prévoir pour partir? Pour commencer, si vous le pouvez, choisissez un cas modèle qui ne touche pas des équipes réparties sur des sites éloignés. Non seulement il est bien plus difficile d'apprendre une nouvelle démarche lorsque les personnes ne se côtoient pas physiquement sur le même site, mais il vous faudra en plus investir dans un outil de communication intersite, qui représente forcément une forme d'investissement et qui risque de vous enfermer dans une solution qui à terme ne vous conviendra pas. Se reporter au chapitre alors, faut-il digitaliser les outils du Lean? Et les EOBIA, dans tout ça? Page 359. Dans ces conditions, le plus gros investissement que vous devez faire est de libérer du temps. Ce qui, quand on est dans une situation difficile, en cas de retard par exemple, n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Mais il faut bien comprendre que pour le Lean, comme pour toute autre chose, on n'a rien sans rien, no pain, no gain. Mais de quoi parle-t-on? Du temps dont les équipes ont besoin pour passer d'un mode pompier à un mode fermier. Implémenter de nouvelles pratiques, apprendre à résoudre les problèmes en temps réel, prévoir des points de synchronisation très fréquents entre tous les membres demandent un peu de temps. Comment faire? Il faut très vite identifier des gains de temps faciles pour les réinvestir dans les actions d'amélioration. Une simple analyse. La plupart des logiciels de gestion des agendas permettant de faire des analyses statistiques doit permettre de trouver très vite des ressources en temps. Par exemple, combien de personnes vont régulièrement en réunion simplement pour faire acte de présence? Combien de temps durent ces réunions? Du temps qu'il faut investir pour soutenir l'apprentissage. Cela se traduit le plus souvent par la mise en place d'un relais dans l'équipe, coach Lean, qui a le rôle particulier de soutenir la dynamique et d'aider les gens. Suivant la taille du cas modèle, la charge est plus ou moins importante. Mais le point clé est que cet investissement ne doit pas être simplement réalisé pour la réussite du projet. Il doit l'être dans un souci d'aider l'organisation à apprendre sur le long terme. Ensuite, il vous faut au moins garantir un environnement matériel qui permette à l'équipe de travailler en co-ingénierie. Il s'agit de disposer d'un espace minimum pour mettre en place du management visuel. Se reporter au chapitre l'OBEA, la salle boussole, page 149. Quand vous commencerez à aborder des outils plus complexes ou des phases plus avancées, il sera peut-être nécessaire d'investir dans un coaching externe, sensei, ou dans un environnement de travail outillé. Mais tout cela n'est pas nécessaire pour démarrer. Sur un de nos premiers cas, un projet de plus de 250 personnes, une simple analyse des agendas, a montré que tous les comités de pilotage étaient replanifiés en moyenne 4 à 5 fois chaque mois, ce qui générait un travail de gestion du temps de plus d'1 heure pour au moins 50 personnes. La décision a été prise de ne plus reprogrammer ces réunions, même si le chef de projet devait se faire représenter. Voilà du temps qui a pu immédiatement être réinvesti dans l'amélioration. Et combien ça rapporte? Le roi. Bien entendu, le Lean est une démarche de compétitivité. Il s'agit donc d'être capable de démontrer globalement un retour sur investissement roi. Attention toutefois aux pièges les plus courants. Cherchez à démontrer pour chacune de vos actions ce qu'elle va rapporter. Faire de l'épicerie est strictement contre-productif. Que rapporte à court terme la mise en place de management visuel et l'animation conjointe? Ces deux pratiques servent avant tout à apprendre aux équipes à détecter les écarts, problèmes prioritaires et à les résoudre ensemble. Le gain sera double. À moyen terme parce que les bons problèmes seront résolus à temps et à long terme parce que l'équipe sera beaucoup plus réactive et créative dans la résolution des problèmes à venir. Demandez aux équipes de faire des gains directement financiers. C'est le meilleur moyen d'oublier très vite qu'on cherche à développer de la connaissance qui nous permettra de réaliser le meilleur produit au meilleur coût. Combien de développements de produits se sont ainsi vus amputés de phases de mise au point ou de vérification, sous prétexte de réduire les coûts d'ingénierie, ceci se traduisant ensuite par des surcoûts démesurés en production ou en maintenance, voire en perte de crédibilité client? C'est sur l'amélioration des performances opérationnelles
que les équipes doivent se mobiliser. C'est au manager de savoir identifier lesquelles de ces performances opérationnelles ont un impact sur le résultat financier. De cette façon, les efforts de l'équipe auront un impact financier pérenne grâce à l'amélioration de performance et le risque d'action de cost-killing court terme et dangereuse pour l'avenir sera réduit. Mélanger les natures de gains. Les coûts évités existent et sont importants, même si en réalité, le coût des bêtises évitées ne sera jamais connu. Les prises de commande dues à l'amélioration de votre produit ne sont pas mesurées de la même façon que les réductions de coûts récurrents de vos produits. Attention donc à bien prendre en compte toutes les natures de gains sans vouloir additionner des choux et des carottes. Ils ne sont pas consolidés au même endroit dans le compte de résultats. Attention aussi à intégrer les gains qui sont à prendre en compte sur le long terme et qui participent d'une profitabilité durable, et pas seulement ceux qui sont consolidés dans les comptes de l'année. Le plus important, pour commencer, est d'être capable de démontrer sur vos cas modèles quelle performance a été améliorée et quels apprentissages ont été réalisés à partir de vos éventuels échecs. Et très hâte, avec la démarche d'amélioration continue, vous verrez des résultats de plus en plus clairs et de plus en plus pérennes. Voici une phrase d'un jeune ingénieur entendu dans une organisation ayant démarré un voyage Lean depuis 2 ans avec le soutien sans faille du management local. C'est incroyable. Tous les jours on met en œuvre de nouvelles améliorations. On ne sait vraiment pas quand cela va s'arrêter. Comment se faire aider? Le Lean est un apprentissage. Comment trouver un bon professeur? Comment aider et former les équipes? Support local, le coach Lean. Se lancer dans une démarche Lean suppose d'apprendre à s'améliorer en introduisant des pratiques quotidiennes qui vont servir à développer cet apprentissage dans divers cas de figure. Mais il y a plusieurs conditions pour cet apprentissage. La condition préalable, c'est d'être capable de se remettre en cause en permanence et d'abandonner ses idées fausses ou pour le dire autrement, c'est d'avoir envie d'apprendre. Ensuite, il faut prendre le temps d'apprendre. Quand l'équipe est soumise aux contraintes du développement en cours, il est nécessaire qu'une personne donne le rythme pour maintenir cette exigence. L'apprentissage doit se faire à court terme et au fil de l'eau, mais il constitue également un capital pour l'entreprise, pour autant qu'il soit investi également sur le long terme. Enfin, il faut passer le temps et l'énergie des personnes à se concentrer sur l'ingénierie du produit, pas à réinventer la méthode. Les pratiques Lean ont fait leurs preuves, et la présence d'une personne capable de comprendre et de maîtriser ces pratiques, de savoir laquelle est adaptée à telle situation et de connaître la façon de les mettre en œuvre évitera que l'équipe elle-même ne passe son temps à réinventer l'eau tiède. Pour toutes ces raisons, il est raisonnable, mais pas toujours indispensable, si les managers sont capables et ont le temps d'assumer ce rôle, d'identifier une personne de l'équipe qui prendra le rôle de coach. Elle doit avoir la capacité d'imprimer le rythme, d'aider l'équipe à sortir le nez du guidon et disposer du temps nécessaire pour maîtriser correctement les bonnes pratiques et les méthodes associées tout en étant partie intégrante du projet. À ce titre, elle possède une expertise d'ingénierie lui permettant d'en comprendre les enjeux. Le coach Lean est votre accompagnateur dans votre voyage. C'est celui qui anime le voyage, qui impulse le tempo et qui s'assure de ne perdre aucune personne du groupe. Accompagnement, le sensei. Comme souvent, quand vous partez pour un voyage lointain se pose la question du guide. Est-il préférable de partir seul, avec quelques livres et d'organiser votre visite comme bon vous semble? Est-il préférable de prendre un guide, qui vous coûtera un peu plus cher, mais qui vous fera découvrir d'autres régions, des trésors cachés et qui saura aussi vous ouvrir l'accès à des zones méconnues et à des autochtones? Ne courez-vous pas le risque de tomber sur un charlatan qui, sous prétexte de vous faire découvrir des coutumes locales, vous emmènera chez des marchands du temple pour vous forcer à acheter des souvenirs douteux dont vous n'avez pas besoin et qui sont les mêmes que ceux rapportés par la grande majorité des touristes? Gare à tous les faux guides qui vous emmèneront sur les sentiers, rebattus et vous feront payer pour faire la même chose qu'avant sous un nom nouveau. Ils sont légion. Le piège, c'est qu'ils sauront très bien vous proposer ce que vous avez envie de faire. La soirée folklorique traditionnelle rejouée à l'identique tous les soirs, qui enchantera vos yeux et vos oreilles sans rien vous apprendre réellement sur le pays visité. Un bon guide est assurément la garantie d'un voyage plus riche et plus profitable.
Tous ceux qui aiment les voyages dans des pays lointains ou différents du leur savent que dans certains lieux, c'est même la seule manière de visiter et de comprendre. Mais tous savent aussi qu'il ne faut pas choisir au hasard celui qui vous appelle dans la rue, en se prétendant le meilleur. Un bon guide en ligne, un bon sensei, est également rare, difficile à trouver, mais indispensable pour aller dans des endroits vraiment difficiles d'accès ou inattendus. Par définition, vous accompagner pour changer vos pratiques n'est pas chose facile. Il est tellement plus simple d'enrober vos habitudes avec des oripeaux exotiques. Voir le chapitre Le Lean en ingénierie. C'est de la VSM, page 86. Le sensei vous aidera à sortir de votre système de management de vos problèmes, outils d'analyse et de diagnostic, plan d'action, pour entrer dans une démarche de résolution de problèmes, c'est-à-dire les prendre un par un, dans le bon ordre et envisager les différents cas de figure. Le sensei n'essaiera pas de vous faire croire qu'il connaît la route à prendre, roadmaps, mais vous aidera à trouver votre chemin par un questionnement pertinent. Le sensei ne vous apportera pas les outils pour résoudre vos problèmes. Il vous enseignera d'abord les outils qui vont les révéler, et ensuite les bons exercices pour vous apprendre à les résoudre. Pour savoir choisir la bonne pratique qui va permettre de développer la connaissance qu'il est nécessaire d'acquérir au bon moment, il faut posséder une grande connaissance à la fois des outils du Lean et d'un maximum de cas de figure pour pouvoir s'y référer. Le sensei est capable de s'intéresser à la fois au bâtiment, le produit, et à l'échafaudage, la méthode, et est apte à guider les managers dans leur nouveau rôle de coach de leurs équipes. Le sensei a forcément une très longue expérience, mais elle ne lui suffit pas pour être systématiquement capable de faire le lien entre les enjeux du business et les améliorations nécessaires au quotidien, entre les problèmes rencontrés et les besoins d'apprentissage. Il faut pour cela une capacité à questionner et à faire l'hélicoptère en permanence entre analyse et synthèse, équipe et manager, vision et réalité. Enfin et surtout, le sensei doit posséder une compréhension fine de la discipline d'ingénierie concernée, sinon le risque est grand de prendre une posture de spécialiste de la méthode, l'échafaudage, sans comprendre la réalité du produit, le bâtiment. Bien sûr, comme tout voyage, vous pouvez commencer par explorer par vous-même grâce à vos lectures et aux échanges avec d'autres voyageurs, en prenant le risque de faire des erreurs sans avoir une personne pour vous corriger rapidement. Vous découvrirez à un moment ou un autre qu'il vous faut trouver un bon guide. La formation. Par définition, en ligne, la formation est continue, c'est-à-dire qu'elle doit intervenir au bon moment en fonction du besoin d'apprentissage qui se révèle. Les grandes campagnes de formation ne sont pas vraiment efficaces, voir à ce sujet le Lean en question de l'auteur. Il vous faudra sans doute construire une offre de formation adaptée au fur et à mesure des besoins et des nouvelles pratiques. Avant de développer ou d'acheter une formation, testez-la. Assurez-vous qu'elle répond aux besoins, et n'hésitez pas à la faire évoluer. L'amélioration continue de la formation est indispensable. Changez votre propre état d'esprit. Pour être capable d'apprendre, il faut lâcher prise avec les systèmes et les habitudes existants, et adopter une attitude de doute constructif. Comme il l'a été souvent dit, le Lean commence par soi-même. L'exemplarité n'est pas une option. Non seulement il est impossible de demander aux autres de changer leur façon de travailler si vous ne changez pas les vôtres, mais en plus vous ne serez pas capable de tenir la distance si votre état d'esprit n'évolue pas. Après avoir rejoint l'équipe depuis plus d'1 an, et passé beaucoup de temps sur le terrain, une coach Lean avouait : « Tu m'avais prévenu que je devrais tout réapprendre, et je l'avais cru. Mais la réalité, c'est que le croire et le vivre, c'est tout à fait différent. N'ayez pas peur de lâcher vos systèmes. Le changement le plus profond avec le Lean, le tournant que beaucoup n'arrivent pas à prendre, c'est d'arrêter de croire que les systèmes, les processus, les méthodes, les plans vont nous donner la solution à nos problèmes. À chaque fois qu'un plan d'action est affiché sur le mur avec la liste des actions, les personnes responsables, les dates d'engagement, il faut se demander où est affiché le problème et l'apprentissage qui va avec. À chaque fois que la méthode devient le premier objet du suivi, il faut se demander ce que devient le contenu. Le Lean ne cherche pas à mettre en place un système de management des problèmes, et même pas non plus un système de résolution de problèmes. Il cherche à mettre en place un système de développement de résolveurs de problèmes. C'est beaucoup plus ambitieux.
Le doute est la clé du progrès. Affirmer je sais, c'est cesser d'apprendre. Développer son esprit critique, c'est avant tout chercher à fonder son opinion sur des faits. C'est admettre qu'il est bon de considérer ses opinions comme des hypothèses, et par conséquent, de les vérifier. Ce qui peut paraître une perte de temps est en fait un moyen d'apprendre, et d'apprendre de plus en plus vite. Avant de partir. Pour être compris et vous faire comprendre au pays du Lean en ingénierie, il vaut mieux clarifier quelques définitions. L'ingénierie et la production, est-ce la même chose? Le Lean est une approche globale tout au long du cycle de vie des produits. Il n'y a pas de frontière entre ingénierie et production. Néanmoins, la nature différente de ces activités appelle des pratiques adaptées. Préciser les différences de nature entre les deux activités ne signifie pas vouloir créer un silo entre elles. Si l'on suit le cycle de vie du produit, on constate que la production et l'ingénierie sont fortement interconnectées et absolument pas indépendantes. Il s'agit ici de souligner surtout que les outils d'analyse et les problèmes rencontrés sont de nature souvent différentes. Une première différence porte sur le concept de valeur et la façon dont elle se construit. Alors que l'ingénierie s'efforce de définir et créer la valeur pour le client, la production s'organise pour la mettre à sa disposition sous la forme d'un produit. Figée par la définition du produit, la valeur est ajoutée progressivement sans être modifiée par les activités de production. De plus, l'articulation et le contenu même de ces activités sont une conséquence de la définition du produit. En même temps que l'ingénierie crée la valeur du produit, elle conçoit les processus opérationnels pour la produire, c'est-à-dire les value streams opérationnels, flux d'informations et de matière. Ainsi, les efforts de la production se portent en priorité sur la réalisation efficiente des bons processus opérationnels, value stream, alors que ceux de l'ingénierie se focalisent en premier lieu sur la définition et le développement du bon produit. Processus d'un côté, produit de l'autre. Bien évidemment, les processus sont importants en ingénierie, comme les produits le sont en production. Mais l'application des bons processus d'ingénierie ne peut garantir aux ingénieurs qu'ils sont bien en train de créer la valeur attendue. Définir et développer le mauvais produit, même efficacement, est le pire des gaspillages. Se reporter au chapitre suivant en ingénierie. Une autre différence évidente porte sur le caractère répétitif des activités et leur variabilité. Sur une ligne de production, les tâches sont répétées sur plusieurs cycles. Plus le temps de cycle est court et plus la répétition des mêmes séquences de travail est fréquente. L'objectif est alors de limiter, voire d'éliminer, la variabilité entre ces tâches répétitives pour garantir la prédictibilité du processus concerné. En ingénierie, l'objectif n'est pas de concevoir toujours le même élément. Bien que certaines activités puissent se répéter d'un produit à l'autre, leur contenu et leur durée varient, particulièrement en phase amont. Cette variabilité est en partie causée par des gaps, écarts, de connaissances qui diffèrent suivant les produits. Il s'agit avant tout de clarifier ce qu'on sait et ce qu'on ignore sur les usages clients, les options d'ingénierie, les procédés de fabrication et les parties qui seront achetées. Chercher à éliminer de façon systématique et sans discernement les variations peut conduire à expédier la résolution de certains problèmes, trop coûteux en temps, et ainsi limiter l'acquisition de nouvelles connaissances. Mais il est difficile de prédire le temps nécessaire pour résoudre un problème, et de trouver les bons critères d'arrêt pour ce type d'activité. Une troisième différence concerne les éléments manipulés. En production, en tout cas en dehors de la production de logiciels, il s'agit d'éléments physiques et visibles qui se trouvent en un lieu déterminé à un instant donné et en juste quantité, le juste à temps. Avec un œil exercé, il est possible de voir l'état d'avancement et le niveau d'encours sur une ligne de production ou dans un atelier. En observant les opérateurs à leur poste, il est également possible de discriminer les opérations nécessaires des gaspillages. En ingénierie, les éléments manipulés sont principalement des informations. Elles circulent entre cerveau et disque dur sans être toujours visibles. Il est difficile de connaître le volume d'informations en cours de création, en attente d'utilisation, actuellement utilisées ou manquant. De même, la discrimination entre activités nécessaires et gaspillage est moins évidente quand l'élément manipulé est immatériel.
Enfin, l'articulation des activités de production est séquentielle par nature. Chaque pièce se trouvant à un seul endroit à la fois, il ne peut y avoir d'activité en parallèle se la partageant. Inversement, la nature même de l'information autorise un partage simultané. Toutes ces différences conduisent logiquement à changer de méthode, de pratique et d'outil Lean entre production et ingénierie. Nous vous le montrerons dans la suite de ce guide. Valeur et gaspillage. Avant de parler de gaspillage, il faut comprendre ce qu'est la valeur. Un objectif du Lean en ingénierie est de développer l'aptitude de chacun à comprendre et identifier ce qui est nécessaire pour prendre de meilleures décisions. Les notions de valeur et de gaspillage sont très souvent les premières abordées au début d'un voyage Lean. Certains y voient une martingale, une sorte de formule magique comme dans les romans de J.K. Rowling, chasse au gaspillage, qui vous transporterait aussitôt au pays de l'efficience et de la réduction des délais. Attention à ne pas vous retrouver plutôt au pays vide de sens de l'optimisation à courte vue. Quelques définitions. Dans ce livre, le mot valeur, quand il est lié au client, ne doit pas être pris au sens purement marketing, Customer Lifetime Value, qui donne une estimation de la rentabilité des investissements marketing, profit que l'entreprise espère tirer de sa relation avec un client. Il s'agit plutôt des bénéfices reçus par un client en échange d'un produit. L'idée centrale du Lean est souvent formulée ainsi: maximiser la valeur pour le client tout en minimisant les gaspillages. Pour permettre à chaque opérateur de mieux saisir l'incidence de cette formule sur son travail quotidien, les premiers théoriciens du Lean ont distingué 3 types d'activités dans les opérations de production. Les activités à valeur ajoutée, qui doivent être réalisées. Les activités à non-valeur ajoutée ou gaspillage, elles-mêmes classées en 2 catégories. Celles nécessaires et devant être réduites. Celles à supprimer. Ce classement fait référence au concept de valeur ajoutée, qui représente ce que le client serait prédisposé à payer, willing to pay. Les activités qui n'ajoutent pas directement de valeur aux yeux du client mais qui doivent être maintenues, fonctions support comme les RH, les SI, etc., sont classées comme activités à non-valeur ajoutée nécessaire, autrement dit des gaspillages nécessaires. Cet oxymore, repris largement par la littérature Lean et au-delà, représente une catégorie intermédiaire qui finalement n'apporte aucune valeur ajoutée. De plus, restreindre les activités dites à valeur ajoutée aux seules activités que le client est disposé à payer conduit à ignorer les attentes et les objectifs des autres parties prenantes du système, entreprises, partenaires, sous-traitants, sociétés et ses représentants comme les gouvernements, les agences de certification, les organismes financiers, etc. Par exemple, les activités de R&D d'une entreprise n'apporteraient-elles aucune valeur ajoutée sous prétexte que le client ne serait pas disposé à payer ces activités qui ont contribué à donner vie au produit ? Évidemment non. De même, toutes les fonctions support de l'entreprise sont-elles sans valeur ajoutée ? Une fonction support devrait faciliter la création de valeur en assurant par exemple que les conditions de travail, au sens large du terme, de ceux en charge de la créer sont les meilleures possibles. C'est l'excès de bureaucratie généré par ces fonctions qui est non seulement sans valeur, mais destructrice de valeur. Ce malentendu sur la valeur des fonctions support peut être particulièrement critique et créer dans les entreprises un mouvement d'oscillation néfaste. Tantôt les directions fonctionnelles deviennent les premiers clients des équipes d'ingénierie et de production, dont le temps passé en reporting et en bureaucratie est totalement disproportionné. Tantôt dans un souci d'économie, les fonctions en question sont soumises à une cure d'amaigrissement, ne leur permettant plus de rendre aux équipes le service qu'elles en attendent. Ainsi, les conditions du travail d'ingénierie se dégradent, entraînant des retards et des problèmes de qualité. Autre exemple. Les activités de conformité aux normes environnementales n'apportent pas directement de valeur aux clients, mais en contribuant à la protection de nos ressources naturelles, sont créatrices de valeur à long terme pour la société. Et si une minorité de clients est déjà disposée à payer pour ces activités, la majorité d'entre eux n'y perçoit aucune valeur. Ils ne sont pas encore prêts pour l'instant à payer plus pour protéger plus. Ainsi faut-il considérer l'ensemble du système, et pas uniquement le client payeur,
pour déterminer les activités dites à valeur ajoutée. Il n'est pas question d'optimiser une partie au détriment d'une autre. D'après notre expérience, les clients ne sont pas tous prêts à payer pour avoir des produits verts. Mais ils considèrent de plus en plus souvent que c'est une caractéristique de base. Ainsi a-t-on vu récemment un contrat perdu en Scandinavie, car l'empreinte carbone du produit était supérieure à celle du produit du principal concurrent. Dernier point. Le concept de valeur ajoutée fait souvent référence aux opérations qui transforment le produit ou ses constituants, qui lui ajoutent de la valeur, transformation de matériel ou d'informations qui satisfont aux exigences du client, en référence à la définition ISO d'un processus. Intrinsèquement restrictive, cette formule ne s'applique de toute façon que partiellement aux activités d'ingénierie. Le concept de valeur créée ou de création de valeur nous semble plus pertinent. L'idée centrale du Lean en ingénierie peut donc se reformuler ainsi: maximiser la création de valeur tout en minimisant les gaspillages pour l'ensemble du système. Et nous choisissons de distinguer deux catégories d'activités. Les activités nécessaires, soit tout ce qui contribue à créer de la valeur pour l'ensemble du système. Les activités qui ne sont pas nécessaires ou les gaspillages, soit tout ce qui peut être réduit ou supprimé sans incidence négative sur la création de valeur pour l'ensemble du système. La valeur en ingénierie. Information ou connaissance? La connaissance est souvent considérée comme une marchandise ou comme une matière qui se gère. Ainsi, la gestion de la connaissance, knowledge management, permettrait d'identifier, d'analyser, d'interpréter, de regrouper, de capitaliser et de partager les connaissances au sein d'une organisation. Toute une série d'activités qui enrichissent les fournisseurs de solutions de systèmes d'information, sans vraiment développer la connaissance des organisations qui les mettent en œuvre. Non pas que ces solutions soient inutiles, mais l'objet géré n'est pas celui annoncé. Une information est une donnée, ou un ensemble de données organisées et placées dans un contexte qui lui donne du sens. La donnée est la matière brute de l'information. C'est la fonction d'un information management, et non d'un knowledge management, de gérer l'information. Sa principale plus-value est de faciliter l'accès à la bonne information au bon moment avec le bon format et le bon niveau de qualité. Un accès en flux tiré en quelque sorte. Une information devient potentiellement connaissance, une fois traitée par le cerveau d'un individu en le rendant capable d'agir différemment. La connaissance se voit dans la réalisation de ce qui est fait, connaissance procédurale, ou de ce qui est dit, connaissance déclarative. Ainsi, la connaissance n'existe pas en dehors du cerveau humain alors que l'information oui. La connaissance n'est donc pas un objet qui se gère. Considérer la connaissance comme un objet conduit à investir d'abord dans des solutions techniques. La considérer comme une aptitude individuelle à agir conduit à investir d'abord dans les personnes. S'il existe un knowledge management, c'est à cette dernière mission qu'il doit être dévolu. Pour notre part, nous préférons parler de système d'apprentissage et n'emploierons pas le concept de knowledge management pour éviter toute ambiguïté. L'information, matière de la création. En ingénierie, c'est bien de l'information qui transite entre les activités et donc entre les ingénieurs. Chaque ingénieur peut être vu comme un nœud de connaissance d'un réseau d'informations. Il combine l'information reçue, ou récupérée du gestionnaire d'informations, avec sa propre connaissance. Il agit en conséquence et transmet à son tour une nouvelle information au nœud suivant, et potentiellement au gestionnaire d'informations. La valeur créée par son action et portée par l'information transmise dépend de l'information reçue et de la connaissance ajoutée. Ainsi, une activité nécessaire, c'est-à-dire créatrice de valeur, est celle qui produit au bon moment et au bon endroit une information utile et rapidement utilisable. Elle est utile parce qu'elle contribue à créer de la connaissance chez les ingénieurs, pour leur permettre de concevoir et développer le bon produit. Elle est rapidement utilisable parce qu'elle est capturée dans un format qui permet son utilisation sans effort. Pour maximiser la valeur créée, une ingénierie doit donc maximiser la création d'informations utiles et réutilisables et accélérer leur diffusion au bon moment et au bon endroit. Les gaspillages en ingénierie.
Si vous demandez à des ingénieurs de citer les principaux gaspillages qu'ils identifient dans leurs activités, vous aurez vraisemblablement ces réponses. Les réunions improductives, le trop-plein de mails, la documentation excessive, les rapports inutiles, les outils incompatibles, etc. Qu'ont-ils tous en commun? Ils sont la partie la plus visible des gaspillages associés à l'ingénierie. Voir au-delà nécessite d'avoir une idée plus précise de ce qu'on cherche. Plusieurs auteurs se sont essayés à classifier les gaspillages en ingénierie, selon le modèle des 7 mudas défini par Taiichi Ohno. Certains vont jusqu'à ajouter un 8e muda, par exemple, le potentiel humain non exploité. Rappelons qu'Ohno a produit cette liste comme un pense-bête, pour nous aider à les reconnaître dans les ateliers ou sur les lignes de production. Vouloir trouver leurs équivalents en ingénierie pour mieux les identifier semble séduisant, mais limite la réflexion et nous détourne de l'essentiel. Quel est le premier objectif de toute ingénierie? Concevoir et développer des bons produits qui vont résoudre les problèmes des clients, sans en créer de nouveaux. Les gaspillages les plus sévères en ingénierie mettent à mal cet objectif. Ils se révèlent notamment côté client, dans le processus de consommation quand le produit ne correspond pas aux attentes, qu'il conduit à une mauvaise expérience pour les utilisateurs, qu'il ne délivre pas la valeur attendue, qu'il représente un coût total de possession trop élevé. Côté entreprise, dans les processus opérationnels, industrialisation, production, maintenance, installation, quand le produit ne correspond pas aux capacités techniques, industrielles ou de service de l'entreprise, qu'il conduit à une mauvaise expérience pour les opérateurs, les installateurs, les réparateurs, qu'il génère des surcoûts pour délivrer la valeur attendue. Comme le fait justement remarquer Eric Ries, auteur du Lean Startup 2, développer un produit que personne ne veut est le pire des gaspillages. De même, développer un produit trop cher à produire, à installer, à maintenir ou à recycler est juste derrière sur la liste. Naturellement, si développer le bon produit est le premier objectif, le second est de le faire de façon efficiente. Les gaspillages qui perturbent le processus d'ingénierie sont d'ailleurs ceux auxquels les ingénieurs pensent en premier, car ils les voient et les vivent. Développer le bon produit et le faire bien. Quelles causes peuvent nuire au respect de ce double objectif? 1. Le manque de connaissance des clients, des marchés ou des processus internes de l'entreprise. Des ingénieurs ont pris des décisions de conception sans avoir les informations nécessaires sur les attentes des clients ou sur les capacités de l'entreprise. Alan Ward nomme cette cause de gaspillage le wishful thinking, c'est-à-dire se bercer d'illusions sur sa capacité à prendre les bonnes décisions sans avoir la connaissance pour le faire avec confiance. 2. Un flux d'informations perturbé ou interrompu. Là encore, Alan Ward identifie 2 causes majeures. La dispersion scatter. Le flux d'informations est perturbé par l'organisation, multitâche, multiplication des réunions, points de contrôle, rapports, ou à cause de barrières de communication, incompatibilité entre outils, dispersion géographique, incompréhension entre experts, absence d'expertise pour traiter les informations. L'information est dispersée occasionnant l'éparpillement des activités et des ingénieurs. La transmission, handover. Le flux d'informations n'atteint pas sa cible à cause de l'effet silo et de la dilution des responsabilités. L'information se perd, arrive en retard ou est inutile pour celui qui la reçoit. Ainsi, les activités qui appauvrissent, ignorent, perturbent, interrompent le flux d'informations de l'ingénierie sont des sources de gaspillage majeurs pour les clients et l'entreprise. Un objectif majeur du Lean en ingénierie est donc de développer de façon continue l'habilité de chaque ingénieur à identifier, générer et partager les informations nécessaires pour prendre les meilleures décisions, celles qui permettent de résoudre efficacement les problèmes des clients sans en créer d'autres pour eux et pour l'entreprise. Le client co-créateur de valeur. Nous avons défini que l'entreprise, et notamment l'ingénierie, crée de la valeur délivrée sous forme d'un bien matériel, le produit, au client en échange d'une somme d'argent. Une vision plus orientée service conduit à considérer que le client crée de la valeur en utilisant le produit, au lieu de le détruire en le consommant. Le produit représente alors une valeur potentielle, une proposition de valeur, et celle-ci émerge lors de l'utilisation du produit, expérience client. Et le client devient à son tour, créateur de valeur tout au long de son processus de consommation.
La valeur est ainsi co-créée dans l'interaction du client et de l'entreprise, via son produit. Pour aller encore plus loin, les auteurs de Cradle to Cradle suggèrent que le recyclage du produit lui-même constitue de nouvelles ressources et qu'ainsi la création de valeur aille plus loin que celle qui est adressée au client utilisateur. Dans le cas du service, le produit disparaît derrière les services qu'il supporte. Les clients n'achètent plus le produit, qui reste chez le fournisseur de services, mais le service. L'entreprise devient un fournisseur de services véhiculé par son produit, et potentiellement par le produit d'un autre. Ce modèle qui a été initié dans le domaine de l'informatique et des services logiciels, par exemple SaaS, Software as a Service ou IaaS, Infrastructure as a Service, peut être étendu à bien d'autres domaines. Certaines armées peuvent acheter un service de surveillance radar sans être propriétaires du radar. Cela intéresse particulièrement les organisations ne voulant pas investir dans des infrastructures trop coûteuses à acheter et à maintenir. C'est une façon pour ces organisations de transformer le CAPEX, Capital Expenditure ou investissement, en OPEX, Operational Expenditure ou dépenses d'exploitation. Il faut noter que le besoin d'investir est alors à la charge du fournisseur de services. Cette vision élargie de la création de valeur n'est pas toujours facile à comprendre pour les ingénieurs. Au-delà de la valeur créée par le produit lui-même, il leur faut trouver des solutions qui permettent aux clients de créer, à leur tour, de la valeur par l'apport de ressources supplémentaires sous forme de services à valeur ajoutée. Dans ce cas, le client est prêt à échanger de l'argent pour la connaissance, la compétence et la disponibilité de personnes qualifiées. Il utilisera et/ou intégrera directement ces nouvelles ressources avec les siennes pour créer de la valeur. Il leur faut aussi concevoir des produits en assumant dès la conception toutes les conséquences pour l'environnement, qu'il s'agisse de la pollution ou de l'usage des ressources. Contrôler et améliorer les services est un élément différenciateur vis-à-vis des concurrents, mais également décisif pour augmenter la valeur potentiellement capturable par l'entreprise, profit. Le Lean en ingénierie, une histoire de trade-offs. Nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, une ingénierie a comme mission principale de définir, concevoir et développer la meilleure solution, c'est-à-dire celle qui satisfait pleinement les clients, leur apporte de la valeur, qui atteint les objectifs fixés par l'entreprise, lui apporte de la valeur, qui est compatible des capacités techniques, industrielles ou de services de l'entreprise, ne génère pas de surcoût. Cette mission est un sacré défi. Comment identifier l'alternative qui assure le meilleur trade-off entre les besoins, les objectifs et les contraintes? Un trade-off entre besoins, objectifs et contraintes. Nous verrons à de nombreuses reprises dans ce livre, et notamment dans la deuxième partie, combien ce trade-off général s'impose, sous des formes différentes, à tous les concepteurs face à une décision de conception. Le Lean en ingénierie est assurément une histoire de trade-offs. Vocabulaire, quelques mots essentiels. Pour comprendre le Lean en ingénierie, il est important de revenir sur les principes qui sous-tendent le Lean. Pour cela, quelques mots-clés et définitions pourront sans doute aider à soutenir une première conversation. Préambule, apprendre et garder les mots d'origine. Le pouvoir du langage est énorme. La façon dont sont nommées les choses change totalement la perception qu'on en a. Travailler dans un environnement international donne souvent l'occasion de vérifier que la langue influence la pensée, voir les travaux de Lera Boroditsky. Plus un mot est vague, plus le concept sera vague et donc ambigu. Prenons le mot excellence. Certains le comprennent dans le sens perfection, d'autres lui prêtent le sens recherche continuelle d'amélioration. Ce n'est pourtant pas la même chose. La langue japonaise, de par sa construction et sa représentation, est très difficile à traiter. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.